Et nous allons nous lancer dans la suite de la lecture du Hobbit. Patapatapouf. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bilbo était tranquillement chez lui. Gandalf l'a embarqué avec 13 autres nains pour aller récupérer des trucs dans les Moria. Oui. Parce qu'il y a le dragon Smog qui a tout détruit, qui a tout volé, le trésor des nains, et ils doivent sauver leur honneur et récupérer le trésor. Bon voilà, ils sont en route, ils sont failli se faire bouffer par 3 trolls qui se sont transformés en pierre une fois la lumière du jour apparue. Puis ils ont passé un petit temps dans une vallée enchantée qui s'appelle, j'ai oublié son nom, avec Elrond et des elfes. Ils ont bien mangé, ils ont bien bu, ils ont la peau du ventre bien tendue et ils vont pouvoir continuer leurs aventures. Voilou. D'autres choses, c'est tout. Donc aujourd'hui, on va lire le chapitre 4 et demain, on lira le chapitre 5 et ainsi de suite. Il y a 19 chapitres en tout. On a la page 80. J.R.R. Tolkien, le Hobbit. Chapitre 4. Sur la colline et sous la colline. De nombreux chemins menaient au cœur de ces montagnes, et de nombreux cols les franchissaient. Mais la plupart des chemins étaient trompeurs, car ils conduisaient à de fâcheuses impasses où ne menaient nulle part, et la plupart des cols étaient remplis de créatures maléfiques ou de périls sans nom. Les nains et le hobbit, guidés par les sages conseils d'Elrond et la savante mémoire du magicien Gandalf, suivirent le bon chemin menant au bon col. De nombreux jours s'étaient écoulés depuis qu'ils étaient sortis de la vallée, laissant la dernière maison hospitalière loin derrière eux, et leur ascension se poursuivait. C'était une dure route, un dangereux chemin, un sentier sinueux, solitaire et sans fin. En se retournant, ils pouvaient désormais contempler les terres qu'ils avaient laissées derrière, loin en contrebas. Loin, très loin vers l'ouest, où l'horizon prenait une faible teinte bleutée, Bilbo devinait la présence de tout ce qui lui était familier. Son propre pays, confortable et sûr, et son petit trou de hobbit. Il frissonna. Un froid glacial s'installait à mesure qu'il montait, et le vent soufflait d'une voix stridente parmi les rochers. Et de temps à autre, de grosses pierres dégringolaient au flanc de la montagne, délogées par le soleil de midi tapant sur la neige. Et elles passaient entre eux, ce qui était chanceux, ou au-dessus de leur tête, ce qui était affolant. Les nuits étaient glaciales et peu confortables, et ils n'osaient chanter ou parler trop fort, car l'écho avait quelque chose de fantastique, et le silence semblait ne pas vouloir être rompu, sauf par le bruit de l'eau, le gémissement du vent et les craquements des pierres. L'été avance tout en bas, pensa Bilbo, et c'est le temps des foins et des pique-niques. Si ça continue comme ça, ce sera la moisson et le temps des mûres avant même que l'on commence à redescendre. Les pensées des autres étaient tout aussi sombres, même si en disant au revoir à Elrond dans l'air vivifiant du matin à la mi-été, ils avaient évoqué avec gaieté le passage des montagnes et la rapide chevauchée vers les terres au-delà. Ils se voyaient alors devant la porte secrète au flanc de la montagne solitaire, à la toute dernière lune de l'automne. Et ce sera peut-être le jour de Durin, avait-il dit. Mais Gandalf était demeuré silencieux, hochant la tête d'un air dubitatif. Les nains n'avaient pas emprunté ce chemin depuis maintes années, mais Gandalf était passé par là, et il savait combien le mal et le danger avaient grandi et prospéré dans la sauvagerie, depuis que les dragons avaient chassé les hommes de ces terres et que les gobelins s'y étaient secrètement répandus après la bataille des mines de la Moria. Même les meilleurs plans, ceux des sages magiciens comme Gandalf ou de précieux amis comme Elrond, peuvent s'écrouler lorsqu'une dangereuse expédition vous amène au-delà de la lisière de la sauvagerie. Et le magicien Gandalf était bien assez sage pour en être conscient. La musique, elle est forte, non? Pas mieux comme ça. Il savait que quelque chose d'inattendu pouvait survenir et n'osait espérer qu'il réussirait à franchir de terribles mésaventures, ces impérieuses montagnes, dont les cimes désolées et les profondes gorges n'étaient sous l'égide d'aucun roi. Et ce qui devait arriver arriva. Ils cheminèrent sans encombre jusqu'au jour où se présenta un orage. Plus qu'un orage, un combat d'orage. Vous savez ce qu'un très gros orage peut avoir de terrifiant sur la plaine et dans une vallée riveraine, surtout quand deux puissants orages s'affrontent. Le tonnerre et la foudre sont plus terribles encore lorsque,
La nuit, en montagne, 2 tempêtes grondent à l'est et à l'ouest et se font la guerre. Les éclairs se lézardent sur les cimes, la roche tremble, et de gros craquements fendent l'air et se perdent en grondements sourds au fond de chaque cavité. Et l'obscurité se remplit d'un vacarme assourdissant et d'une soudaine lumière. Bilbo n'avait jamais rien vu de tel, même dans sa plus folle imagination. Ils étaient juchés sur une corniche, bordée par un terrible gouffre, plongeant dans une vallée obscure. Ils s'étaient abrités pour la nuit sous une saillie rocheuse, et Bilbo, allongé sous une couverture, tremblait des pieds à la tête. En regardant au dehors à la faveur des éclairs, il vit que, de l'autre côté de la vallée, les géants de pierre étaient sortis, et jouaient à se lancer des rochers qu'ils attrapaient puis jetaient dans les ténèbres, où ils se fracassaient contre les arbres. Loin en contrebas, ou volaient en éclats avec bruit. C'est alors qu'un vent se leva, accompagné de pluie, et le vent fouettait la pluie et la grêle dans toutes les directions, de sorte que leur saillie rocheuse ne les protégeait plus de rien. Ils furent bientôt trempés, leurs poneys avaient la tête basse et la queue entre les jambes, et certains hennissaient avec effroi. Ils purent entendre les géants s'esclaffer et hurler partout dans la montagne. « Ça ne va pas du tout !» dit Thorin. « Si nous ne sommes pas emportés par le vent, noyés par la pluie ou frappés par l'éclair, ces géants vont nous ramasser et nous botter dans les airs comme des ballons. »« Eh bien, si vous connaissez un meilleur endroit, montrez-le-nous !» dit Gandalf, qui se sentait d'humeur revêche et qui n'appréciait guère les géants non plus. Le résultat de leur dispute fut d'envoyer Fili et Kili à la recherche d'un meilleur abri. Ils étaient dotés d'une excellente vue, et comme ils étaient plus jeunes que les autres d'une 50aine d'années, on leur confiait généralement ce genre de tâches, car tout le monde savait bien qu'il était absolument inutile d'envoyer Bilbo. Quand vous cherchez quelque chose, il n'y a pas mieux que de regarder. C'est du moins ce que dit Thorin au jeune nain. En regardant, vous êtes presque sûr de trouver quelque chose, mais ce quelque chose n'est pas toujours exactement ce que vous cherchiez. C'est ce qui arriva cette fois-là. Fili et Kili revinrent bientôt à 4 pattes, cramponnés au rocher sous l'assaut du vent. « Nous avons trouvé une grotte où il fait sec, » annoncèrent-ils, « juste après le tournant, assez grande pour nous tous et pour les poneys. »« L'avez-vous entièrement exploré ?» demanda le magicien. Le magicien Gandalf, le magicien Sachant bien qu'en montagne, les grottes étaient rarement inoccupées. « Oui, oui, répondirent-ils. » Mais chacun se doutait qu'ils n'avaient pu y passer beaucoup de temps. Ils étaient revenus trop vite. Elle n'est pas bien grande, ni très profonde. C'est là, bien entendu, le danger des grottes. Parfois, on ne sait pas jusqu'où elles vont, à quoi mène tel renfoncement ou ce qui nous attend à l'intérieur. Mais vu les circonstances... Gandalf, le good boy. Donne la patte, Gandalf. Après Ball Beats, voici Gandalf, le magicien. Allez, on se concentre. Mais vu les circonstances, la découverte de Kili et Fili était la bienvenue. Ainsi, tous se levèrent et s'apprêtèrent à plier bagages. Le vent hurlait, le tonnerre grondait encore, et ils avançaient avec difficulté sans parler de leurs poneys. Ce n'était tout de même pas très loin, et bientôt ils tombèrent sur un gros rocher au beau milieu du chemin. En faisant le tour, on découvrait une ouverture assez basse dans le flanc de la montagne. Il y avait tout juste assez de place pour faire rentrer les poneys une fois déchargés et décelés. En entrant sous la voûte, ils furent soulagés d'entendre le vent et la pluie à l'extérieur, et non plus tout autour d'eux. « J'ai un poil de chat !» Attendez. J'ai fait des bisous à Ilona, c'est pour ça. Ah, je crois que je l'ai eu. Je suis pas sûre. Non. Il y avait tout juste assez de place pour faire rentrer les poneys une fois déchargés et décelés. En entrant sous la voûte, mais le magicien ne laissait rien au hasard. Il alluma son bâton, comme il l'avait fait ce soir-là chez Bilbo, comme vous vous en souvenez peut-être, mais cela semblait faire une éternité. Et à sa lueur, ils explorèrent la grotte de fond en comble. Elle semblait assez vaste, mais pas trop grande ni trop mystérieuse. Le sol y était sec, et elle comptait quelques recoins confortables. Quelque part au fond, il y avait de la place pour les poneys, et ils se tinrent là, manifestement contents d'y être.
naseaux fumants, mâchonnant dans leurs musettes. Oin et Glóin voulurent allumer un feu à l'entrée pour faire sécher leurs vêtements, mais Gandalf ne voulut rien entendre. Ils étendirent donc leurs affaires mouillées sur le sol et en sortirent d'autres de leurs paquets. Puis ils disposèrent confortablement leurs couvertures, allumèrent leurs pipes et lancèrent des ronds de fumée. Gandalf leur donna différentes couleurs et les fit danser au plafond pour les amuser. Ils parlèrent et parlèrent encore, oubliant l'orage, discutant de ce que chacun entendait faire avec sa part du trésor, une fois qu'ils auraient mis la main dessus, ce qui à ce moment-là ne semblait pas si impossible. Et c'est ainsi qu'ils s'endormirent un à un. Et ce fut la dernière fois qu'ils se servirent des poneys, paquets, bagages, outils et tout le Bataclan qu'ils avaient apporté. Tragique. Ils se trouvèrent chanceux en fin de compte d'avoir eu Bilbo avec eux cette nuit-là, car pour une raison ou pour une autre, il ne parvint pas à dormir avant un long moment, et lorsqu'il trouva enfin le sommeil, il fit de bien mauvais rêves. Il rêva qu'une fissure était apparue dans la paroi du fond de la grotte, qu'elle devenait de plus en plus large, et qu'il était très effrayé, mais ne pouvait appeler à l'aide ou faire autre chose que de rester allongé la regarder s'ouvrir. Puis il rêva que le plancher de la grotte se dérobait sous lui, et qu'il glissait, commençait à tomber sans jamais s'arrêter. À cet instant, il se réveilla en sursaut, horriblement secoué, et découvrit que son rêve était en partie réel. Une fissure s'était ouverte au fond de la grotte. Il y avait déjà un large passage. Il eut tout juste le temps de voir la queue du poney disparaître dans l'ouverture. Naturellement, il poussa un grand cri de détresse, aussi fort qu'un hobbit peut crier, ce qui a de quoi surprendre au vu de la taille de ses gens. Surgirent alors les gobelins, de gros gobelins, de grands et affreux gobelins, d'innombrables gobelins en moins de temps qu'il n'en faut pour dire roc et bloc. Il y en avait au moins 6 sur chaque nain, et même 2 sur Bilbo. Et tous furent emmenés brutalement à travers la fissure en moins de temps qu'il n'en faut pour dire pierre à feu. Mais pas Gandalf. Le cri de Bilbo avait au moins servi à une chose. Il l'avait réveillé en une fraction de seconde, et quand les gobelins voulurent le saisir, il y eut dans la grotte un éclair aveuglant et une odeur de poudre à canon, et plusieurs d'entre eux tombèrent raides morts. La fissure se referma avec un claquement. Bilbo et les nains se trouvaient du mauvais côté. Où était Gandalf ? Ni eux, ni les gobelins n'en avaient aucune idée. Et ces derniers ne s'arrêtèrent pas pour le découvrir. Ils agrippèrent Bilbo et les nains et les firent descendre en vitesse. Il faisait noir, très noir, une obscurité que seuls les yeux des gobelins qui habitaient au cœur des montagnes peuvent percer. Des passages se croisaient et se tortillaient dans toutes les directions. Mais les gobelins s'y retrouvaient, comme vous et moi, en route pour le bureau de poste le plus proche. Le chemin descendait encore et toujours, et l'air devenait horriblement étouffant. Les gobelins étaient très brusques. Ils les pinçaient sans aucune pitié et gloussaient et riaient d'une voix horrible, froide comme la pierre. Et Bilbo se trouva même plus malheureux que lorsque le troll l'avait soulevé par les orteils. Il repensait sans cesse à la jolie clarté de son trou de hobbit, et ce serait pas la dernière fois. Une lueur rouge apparut alors devant eux. Les gobelins se mirent à chanter, ou disons croasser, au rythme du claquement de leurs pieds plats sur la pierre, tout en secouant les prisonniers. Cric, crac, à l'attaque, serre, tord, pince, mord, file, à Goblinville. Tu vas, mon gars. Clic-clac, squic-squac, pique et pioche, marteau et roche. Bing-bang dans la montagne, ha-ha, mon gars. Flic-flac, le fouet-clac, bablesse, frappe-fesse. Criaille, fripouille, travaille en douille. Sans répit, les gobelins rient. Tout partout, loin en dessous, en bas, mon gars. Tout cela était vraiment terrifiant. Les murs résonnaient de leur cric-crac et leur squic-squac et de leur affreux rire, ha-ha, mon gars. Le sens de leur chanson n'était que trop palpable, car les gobelins sortirent alors des fouets, et ils les fouettèrent d'un flic-flac qui les envoya courir à toutes jambes. Et plus d'un nain criaillait comme un oisillon lorsqu'ils débouchèrent sur une grande caverne. Éclairée par un feu au centre et par des torches sur les murs, elle fourmillait de gobelins. Ils s'esclaffèrent et tapèrent des pieds et des mains quand les nains, et le pauvre Bilbo sur leurs talons tout près des fouets, entrèrent au pas de course, tandis que les chefs des pelotons
faisaient siffler et claquer leurs fouets derrière eux. Les poneys étaient déjà serrés les uns contre les autres dans un coin. Tous leurs bagages gisaient par terre, leurs paquets éventrés, fouillés par des gobelins, reniflés par des gobelins, tripotés par des gobelins qui se chamaillaient pour les avoir. Ce fut la dernière fois, j'en ai peur, qu'ils virent ces vaillants petits poneys, dont une joyeuse petite bête blanche très robuste prêtée à Gandalf par Elrond, parce que son cheval sont bouffés. Car les gobelins mangent les chevaux, les poneys et les âmes et bien d'autres choses moins appétissantes et sont toujours affamés. Pas les poneys. Moi j'avais l'image du petit poney mais blanc avec sa crinière blonde. Les poneys. Salaud de gobelins. Bon, les poneys ont été mangés. Mais pour l'instant, les prisonniers ne songeaient qu'à eux-mêmes. Les gobelins les enchaînèrent les mains derrière le dos et les lièrent les uns à la suite des autres, et ils les traînèrent à l'autre extrémité de la caverne, Bilbo en queue de peloton, incapable de suivre. Assis là dans l'ombre sur une grande pierre plate, se trouvait un redoutable gobelin avec une tête énorme, entouré d'autres gobelins armés de haches et de lames recourbées dont ils se servent. Or, les gobelins sont des créatures sanguinaires et malveillantes, au cœur mauvais. Ils ne font jamais de belles choses, mais ils peuvent en faire de très ingénieuses. Ils savent creuser des tunnels et en extraire les richesses autant que les nains, sauf les plus habiles de ce peuple, lorsqu'ils s'en donnent la peine, bien qu'ils soient habituellement désordonnés et malpropres. Marteau, hache, épée, poignard, pince, pioche et instruments de torture. Toutes ces choses qu'ils savent parfaitement les fabriquer, ou les font fabriquer par d'autres à l'identique. Des prisonniers et des esclaves forcés à travailler jusqu'à ce que mort s'ensuive, privés d'air et de lumière. Il n'est pas improbable qu'ils aient inventé certains des engins qui, depuis, tourmentent le monde, en particulier ces ingénieux dispositifs destinés à tuer beaucoup de gens d'un seul coup, car ils ont toujours apprécié les roues, les moteurs et les explosions, et aussi le fait de ne pas se donner plus de peine qu'il n'en faut. Mais à cette époque, et dans ces contrées sauvages, ils n'avaient pas comme autant progressé, comme on dit. Ils ne détestaient pas spécialement les nains, en tout cas pas davantage que les autres, car ils haïssaient le monde et tout ce qu'il contenait, en particulier les gens ordonnés et prospères. Dans certaines régions, des nains malveillants allaient même jusqu'à s'allier avec eux. Mais ils gardaient une rancune toute spéciale contre les gens de Thorin, en raison de cette guerre dont il a été question, mais qui n'entre pas dans le récit. Et de toute manière, les gobelins se fichent bien de ce qu'ils attrapent, pourvu que ce soit fait avec ruse et sans bruit, sur des gens sans défense. « Qui sont ces misérables personnages ?» dit le grand gobelin. « Des nains et ceux-ci !» répondit le chef, tirant sur la chaîne de Bilbo pour le mettre à genoux. « Nous les avons trouvés réfugiés dans notre hall d'entrée. »« Que faisiez-vous là ?» dit le grand gobelin en se tournant vers Thorin. « Rien de bon, je présume. Des espions venus mettre le nez dans les affaires de mes gens, je suppose. Des voleurs, voilà ce qui ne me surprendrait pas. Des assassins et des amis des elfes sans aucun doute. Allons, qu'avez-vous à dire ? » « Thorin le nain, à votre service, » répondit-il, mais ce n'était qu'une vaine politesse. « Nous sommes des innocents de toutes ces choses que vous suspectez ou vous imaginez. Nous nous sommes abrités de l'orage dans cette grotte qui nous semblait confortable et inoccupée. Jamais nous avons eu l'intention d'importuner les gobelins de quelque manière qui soit. Ce ne pouvait être plus vrai. »« fit le grand gobelin. « C'est vous qui le dites. Puis-je savoir ce qui a bien pu vous emmener dans les montagnes, d'où vous veniez et où vous alliez ? En fait, j'aimerais tout savoir en ce qui vous concerne. Ça ne vous tirera pas d'affaire, Thorin, l'écu des chênes. Je connais déjà trop bien les vôtres. Mais dites-nous la vérité ou je vous réserve quelque chose de particulièrement inconfortable. » Nous allions rendre visite à nos parents, nos neveux et nièces, ainsi que nos cousins, petits-cousins et arrière-petits-cousins, et d'autres descendants de nos aïeuls qui vivent à l'est de ces montagnes si hospitalières, dit Thorin, ne sachant trop quoi répondre sur le moment, puisqu'il eût été impensable de dire toute la vérité. « C'est un menteur au mot très redoutable, dit l'un des chefs. Plusieurs des nôtres ont été foudroyés dans la grotte, puisque nous avons invité ces créatures à descendre. Ils sont morts comme des pierres. Il ne s'est pas expliqué non plus quant à ceux-ci. » Le gobelin montra l'épée qu'ils avaient trouvée sur Thorin, celle qui provenait du repère des trolls. «
Le grand gobelin poussa un cri de rage vraiment affreux en la voyant, et tous ses soldats grincèrent des dents, entrechoquèrent leurs boucliers et frappèrent des pieds. Ils reconnurent immédiatement l'été. Elle avait tué des centaines de gobelins du temps où les gracieux elfes de Godoline les pourchassaient dans les collines ou défendaient leurs propres murailles. Ils l'avaient nommée Orchrist, la pourfendeuse des gobelins, mais ceux-ci l'appelaient simplement Mordeuse. Ils la détestaient, et ils haïssaient d'autant plus celui qui la portait. « Assassins et amis des elfes !» s'écria le grand gobelin. « Écorchez-les, cognez-les, mordez-les, broyez-les, emmenez-les dans des cachots remplis de serpents et ne les laissez plus jamais revoir la lumière. » Il était si enragé qu'il bondit de son siège et s'élança lui-même sur Taurine, la bouche grande ouverte. À cet instant précis, toutes les lumières s'éteignirent dans la caverne, et le grand feu s'évanouit. Pouf ! En une colonne de fumée aux reflets bleus, qui s'éleva jusqu'au plafond et répandit des étincelles blanches et délétères parmi tous les gobelins. Les cris, les coassements, les beuglements, les piaulements et piaillements, les hurlements, grognements et jurons et les vociférations stridentes qui s'ensuivirent ne peuvent s'exprimer en mots. Plusieurs centaines de loups et de chats sauvages, rôtis vivants et à petit feu, n'auraient pas fait pareille cacophonie. Les étincelles brûlaient les gobelins et les criblaient de trous, et la fumée qui se mit à descendre du plafond assombrissait l'air à tel point que même leurs yeux ne pouvaient y voir. Bientôt, ils s'écroulèrent les uns sur les autres et se roulèrent par terre, mordant leurs compagnons, donnant des coups de pied et se débattant comme s'ils étaient tous devenus fous. Soudain, une épée luisit de son propre éclat singulier. Bilbo la vit transpercer le grand gobelin qui, abasourdi, s'était arrêté net au milieu de sa rage. Il tomba raide mort, et les soldats gobelins s'enfuirent devant la menace de l'épée, hurlant dans les ténèbres. La lame regagna son fourreau. « Suivez-moi vite !» dit une voix calme et résolue. Et avant que Bilbo n'ait compris ce qui s'était passé, il se mit de nouveau à trotter en queue de peloton, descendant à toutes jambes à travers d'autres passages obscurs, et laissant peu à peu les cris des gobelins derrière lui, là-haut dans la caverne. Une faible lumière les conduisait à l'avant. « Plus vite, dit la voix. Les torches vont bientôt être rallumées. »« Une petite minute !» s'écria Dory qui se trouvait derrière, tout juste avant Bilbo. Ce brave nain, quoique privé de l'usage de ses mains, fit grimper le hobbit sur ses épaules du mieux qu'il put. Et ils se remirent tous à courir avec un cliquetis de chaînes et de nombreux faux pas, incapables de garder l'équilibre sans pouvoir céder de leurs mains. Ils ne s'arrêtèrent pas avant un long moment. Parvenus aussi loin, ils devaient se trouver au cœur même de la montagne. Puis Gandalf alluma son bâton. Évidemment, c'était Gandalf. Mais ils étaient trop pressés pour l'instant pour lui demander comment il s'était trouvé là. Le magicien tira de nouveau son épée qui brillait encore dans l'obscurité. Elle bouillonnait de rage et luisait avec éclat quand des gobelins rôdaient alentour. À présent, elle brûlait comme une flamme bleue tant elle se délectait d'avoir terrassé le grand seigneur de la caverne. Elle réussit sans peine à rompre les chaînes des gobelins et à libérer tous les prisonniers sans perdre de temps. Cette épée se nommait Glamdring, l'assommoir à ennemis, comme vous en souvenez peut-être. Les gobelins l'appelaient simplement Cogneuse et la détestaient encore plus que Mordeuse, si possible. Orchrix aussi avait été sauvé, car Gandalf l'avait emporté après l'avoir enlevé des mains d'un garde terrifié. Gandalf songeait pratiquement à tout. Il n'a pas pensé au poney. Voilà. Et coucou à Goab, j'espère que tu vas bien. Il n'a pas pensé au poney, Gandalf. Tu les as laissés bouffer les poneys. Gandalf, le chien, là. Et s'il ne pouvait pas tout faire, il en faisait déjà beaucoup pour ses amis dans le pétrin. Mais pas pour les poneys. Pardon. Tout le monde est là ? Demanda-t-il, remettant l'épée à Taurine en s'inclinant. Voyons voir. 1, Taurine, bien sûr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Où sont Philly et Killy ? Ah, les voici 12, 13. Et voilà Monsieur Bessac. 14. Eh bien. Ce pourrait être pire.
Mais avouons que ce pourrait être mieux, sans poney, sans nourriture, sans vraiment savoir où nous sommes et une meute de gobelins furibonds à nos trousses. Continuons. Ils continuèrent. Gandalf avait bien raison. Ils commencèrent à entendre des bruits de gobelins et d'horribles cris loin derrière dans les tunnels qu'ils venaient d'emprunter. Leur course n'en devint que plus effrénée, et comme le pauvre Bilbo n'avait pu courir qu'à moitié aussi vite, car les nains peuvent débouler à un rythme effarant, vous pouvez me croire, lorsqu'ils sont pressés, ils le prirent tour à tour sur leurs épaules. Il reste que les gobelins vont plus vite que les nains. Ces gobelins connaissent mieux le chemin, ils avaient creusé le tunnel eux-mêmes, et ils étaient fous de rage, si bien que malgré tous leurs efforts, les nains entendirent les cris et les hurlements se rapprocher de plus en plus. Bientôt, ils purent même discerner le claquement des pieds de gobelins, des pieds innombrables, qui semblent tout juste derrière le dernier tournant. Le rougeoiement des torches apparut derrière eux dans le tunnel, et ils étaient au bord de l'épuisement. « Qu'est-ce qui m'a pris de quitter mon trou de hobbit ?» dit le pauvre monsieur Bessac, brinque-ballant sur le dos de Bombure. « Qu'est-ce qui m'a pris d'emmener un misérable petit hobbit dans une chasse au trésor ?» dit le pauvre Bombure qui était obèse et qui courait d'un pas chancelant pendant que la sueur lui dégouttait du nez dans son effort et son épouvante. À cet instant, Gandalf laissa passer les autres, et Thorin fit de même. Ils franchirent un coude. « Demi-tour !» s'écria-t-il. « Tirez votre épée, Thorin !» C'était la seule chose à faire, et les gobelins n'appréciaient pas. Ils se précipitèrent dans le tournant en criant à tue-tête, et voilà que la pourfendeuse de gobelins et l'assommoir à ennemis leur barraient la route, brillant avec froideur de leurs yeux stupéfaits. Ceux du devant laissèrent tomber leurs torches et jetèrent un cri avant de mourir. D'autres derrière crièrent encore plus et reculèrent d'un bond renversant ceux qui les suivaient. « Mordeuse et cogneuses !» firent-ils d'une voix stridente. Et bientôt la confusion fut totale, et la plupart firent demi-tour et déguerpirent en se bousculant. Il fallut beaucoup de temps pour qu'un seul d'entre eux se décide à franchir le coude. Déjà, les nains avaient pris beaucoup d'avance, filant à toute allure dans les sombres galeries du royaume des gobelins. Ces derniers, lorsqu'ils le comprirent, éteignirent leurs torches et enfilèrent des chaussures silencieuses, et ils choisirent leurs meilleurs coureurs aux yeux et aux oreilles les plus aiguisés. Ceux-ci donnèrent la chasse rapide comme des belettes dans le noir, et presque aussi discrets que des chauves-souris. C'est pourquoi ni Bilbo, ni les nains, ni même Gandalf ne les entendirent arriver. Ils ne les virent pas non plus, mais ils étaient vus des gobelins qui couraient derrière eux en silence, car Gandalf laissa s'échapper du bout de son bâton une faible lueur afin d'aider les nains dans leur course. Tout à coup, Dori, de retour à l'arrière avec Bilbo sur ses épaules, fut saisi par derrière dans le noir. Il cria et tomba, et le hobbit roula dans les ténèbres, se cogna la tête sur la pierre et ne se souvint plus de rien. Et oui, mes petits, c'est un long chapitre, après je ne vais pas le lire. Il fait 25 pages. Oh non, c'est trop. C'est trop. Mais on a déjà lu une centaine de pages. C'était cool. Mais le Seigneur des Anneaux... Je vais jamais y arriver. Les Hobbits, c'est cool. C'est cool.